Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Nous voilà encore une fois dans cette nouvelle rencontre et pour cette nouvelle capsule qui s'inscrit dans le cadre de l'enseignement à distance concernant le tronc commun. Dans cette séance-là, on va voir bien sûr une activité de langue qui s'inscrit dans la séquence 2, qui fait partie du module 2 bien sûr, et qui concerne l'étude de l'œuvre intégrale. Dans cette activité, on va voir l'énonciation. Donc, quels sont les objectifs de cette activité? On a maîtrisé la notion de l'énonciation. Comme premier objectif, distinguer discours et récit, pouvoir repérer dans un texte les indices relatifs à ces deux catégories. Donc vous voyez, vous pouvez bien voir les objectifs de cette activité. Et finalement, maîtriser la notion de modalité appréciative. Donc les 4 objectifs que vous voyez ici constituent, si vous voulez, notre intérêt dans cette activité-là. Observation, repérage. Observez les phrases suivantes et dites qui parlent, à qui, où et quand. Remarquez qu'il y a des mots qui ont été écrits en bleu, c'est pour attirer votre attention. Donc ce sont des questions auxquelles vous devez répondre. Par un bel ou par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières. 2. Une jeune femme dit au monsieur assis à côté d'elle « Oh, regarde Henri, ce tas d'enfants, sont-ils jolis comme ça à grouiller dans la poussière ?» 3. L'homme ne répondit rien. La jeune femme reprit « Il faut que je les embrasse. Oh, comme je voudrais en avoir un. » C'est un extrait bien sûr de la nouvelle que vous avez au programme cette année-là au tronc commun, nouvelle réaliste. Donc voilà les réponses. Pour la phrase 1 et la phrase 3, le narrateur raconte des événements au lecteur. Comme vous pouvez le remarquer ici, par un bel après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières. L'homme ne répondit rien. Alors, vous voyez que, phrases 1 et 3, on est en train de raconter, ou plutôt c'est le narrateur qui est en train de raconter des événements à nous, les lecteurs. Pour la phrase 2 et 4, la jeune femme s'adresse à l'homme assis à côté d'elle, Madame Dubière, à son mari Henri Dubière, un après-midi du mois d'août, dans leur voiture devant les deux chaumières. Donc vous voyez que la phrase 2 et 3 se diffèrent bien sûr de la phrase 1 et de la phrase 3. Récapitulons. Pour la phrase 1, qui parle, c'est le narrateur. Et pour la phrase 2, c'est la jeune femme. Pour la phrase 3, c'est le narrateur. Et pour la phrase 4, c'est la jeune femme. Vous voyez donc, Guy de Maupassant, il fait une sorte d'alternance entre les prises de parole des personnages et le narrateur. À qui il parle à nous, bien sûr. Le monsieur assis à côté d'elle, qui est son mari. Bien sûr, forcément, vous avez déjà lu la nouvelle. Puis la phrase 3, il s'adresse au lecteur. Donc à chaque fois que le narrateur prend la parole, c'est au lecteur qu'il s'adresse. Le monsieur assis à côté d'elle. Donc, où, vous voyez ici, il y a un point d'interrogation, pas de réponse, la même chose pour... Donc, le lieu et le temps échappent, bien sûr, dans cette situation de communication. Pour la phrase 2, vous avez dans la voiture devant les deux chaumières, la femme et son mari, et un après-midi du mois d'août. La même chose pour la phrase 3, parce qu'on n'est pas face au lecteur, au narrateur, non plus à l'auteur. Donc on est face à un texte, c'est pour cela qu'on ne peut pas répondre à ces questions. Pour la phrase 4,
vous avez dans la voiture devant les deux chaumières, la même réponse que dans la phrase 2, parce que les deux personnages restent devant, ils sont toujours dans la voiture. Et puis la phrase 4, bien sûr, le temps c'est un après-midi du mois d'août, comme il est bien clair dans le texte. On va essayer de conceptualiser. Voilà, retenez bien cette définition. L'énonciation est l'acte individuel de production d'un énoncé, adressé à un destinataire, dans certaines circonstances, c'est-à-dire l'opération par laquelle un locuteur produit un énoncé. Donc on est dans la production d'énoncés et c'est cet acte, l'acte de produire un énoncé, bien sûr, qui explique, je dirais, ce concept d'énonciation. Vous voyez donc l'énoncé, c'est le message oral ou écrit adressé à un destinataire. Donc on s'est contenté de messages oraux et écrits pour ne pas évoquer d'autres messages gestuels ou mimiques ou quelque chose comme ça, parce que l'énoncé, il est strictement lié à ces deux messages-là. La situation d'énonciation, voilà donc. Qui dit situation d'énonciation, c'est l'ensemble des circonstances de la production du message. Elle comprend les éléments suivants. Retenez bien ça. Qui produit le message? Donc c'est l'émetteur. À qui s'adresse-t-il? Récepteur. Quand? C'est le temps de l'énoncé. Où? Lieu de l'énoncé. Donc, il faut se rappeler toujours, à chaque fois qu'on efface un texte, on doit se poser ces questions. Qui parle, à qui, quand, où, pourquoi, etc. Alors, donc, un énoncé est toujours lié, bien sûr, à celui qui le produit, c'est-à-dire l'énonciateur, puis à qui c'est l'énonciataire, et quand, bien sûr, c'est le temps, et bien sûr le lieu. Donc vous voyez ces quatre éléments-là qui composent un petit peu le fondement même de l'énoncé. Si un élément manque, ou deux éléments, donc l'énoncé devient incomplet et manque bien sûr de détails. Catégorie de l'énoncé. Observez les phrases suivantes et dites s'il s'agit d'un discours ou d'un récit. Oh, regarde Henri, ce tas d'enfants. Par un bel après-midi du mois d'août ou par un après-midi du mois août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières. 3. Elle courut aux enfants, prit un des deux derniers, mais, la phrase 4, mais, mes amis, songez à l'avenir de votre enfant. 5. Elle revint la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourra de gâteau. 6. Vous voulez nous prendre, Charlot? Ah ben non, pour sûr. Donc vous voyez ces 6 phrases, ces 6 énoncés-là, vous les observez très attentivement. On va essayer de faire maintenant ou de distinguer entre les phrases ou les propos ou les énoncés qui font partie du discours et celles qui font partie du récit. Voilà. Les réponses, bien sûr. Voilà. Donc la première, oh, regarde Henri, ce tas d'enfants, on est dans le discours. On est dans ce qu'on appelle une prise de parole, si vous voulez. Par un après-midi, où le narrateur, bien sûr, donne des informations sur l'histoire, on est dans le récit. Elle courut aux enfants, prit un des derniers, bien naturellement, on est dans le récit. Mais, mes amis, songez à l'avenir de votre enfant, on est dans le discours. Elle revint la semaine suivante,
s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourra de gâteau. Donc on est dans le récit. Vous voulez vous prendre Charlot? Eh bien non, pour sûr, on est dans le discours. Donc chaque prise de parole constitue un discours. Le discours. Tout message oral ou écrit produit par un seul locuteur dans un lieu et à un moment précis. On est donc dans la prise de parole. L'énoncé, alors là, pour le discours, il est souvent ancré dans la situation d'énonciation. C'est important. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la structure même narrative du récit. En ce qui concerne le récit, c'est la narration écrite d'un ensemble de faits vécus par des personnages. Et la mise dans un ordre spécifique des faits d'une histoire. Bien sûr, là, on est l'énoncé coupé de la situation d'énonciation. Donc la différence entre le discours et le récit, comme vous pouvez le remarquer de manière claire sur ce tableau, c'est que le discours est souvent ancré dans la situation d'énonciation. Or, le récit, il est coupé de la situation d'énonciation. Très bien. Comment identifier ces deux catégories? Tout simplement, les indices. Pour pouvoir distinguer, on devrait bien sûr avoir recours à des indices. Pour le discours, vous avez les personnes, le temps, le lieu. La première et la deuxième personne, je, tu, nous, vous, les possessifs, mon, ton, etc. Pour le temps, vous avez ici le présent, temps de référence, adverbe, maintenant, aujourd'hui, etc. Pour le lieu, vous avez ici. Donc retenez bien ce schéma. Pour les indices du récit, vous avez personne, c'est toujours on est dans la troisième personne, qu'il soit au singulier ou au pluriel. Les possessifs sont ça, c'est, leur, etc. Pour le temps, vous avez les temps verbaux toujours passé simple, imparfait. Les adverbes, c'est autrefois, ce jour-là, la veille, le lendemain, etc. Et pour le lieu, vous avez à cet endroit-là, dans ce lieu-là, etc., etc. Donc, je crois qu'il est très facile de différencier entre le discours et le récit. Les modalités appréciatives. Qu'est-ce que les modalités appréciatives? C'est l'expression de l'attitude du locuteur par rapport au contenu de son énoncé. C'est-à-dire, il y a une attitude de celui qui raconte face à l'objet de sa parole, ou d'écriture, ou de ce qu'il veut nous faire partager par lui, ou avec lui. Alors là, l'attitude, si elle est positive, on parle de modalité appréciative, améliorative. Si elle est négative, c'est le contraire. On va voir ça en détail. Regardez ici. L'ensemble des moyens et des expressions qui marquent la position de celui qui parle. C'est-à-dire, on est dans le jugement. C'est-à-dire dans le point de vue. Donc, vous voyez que les modalités sont strictement liées à l'attitude du locuteur par rapport au contenu de son énoncé. Modalité, vous avez bien sûr modalité avec objectivité, pas de jugement, c'est-à-dire on dit ce qu'on voit sans intervenir, sans dire ce que l'on pense, et rester, si vous voulez, dans un cadre de remarque et d'observation. Puis il y a la subjectivité, donc vous pouvez imaginer le contraire, ou plutôt l'autre situation, c'est valorisation, comme première partie de subjectivité, ou dévalorisation, c'est-à-dire un jugement négatif.
Bref, la modalité, c'est soit elle est objective, soit elle est subjective. Et dès qu'elle est objective, on parle de non-jugement ou pas de jugement. Or, dans la subjectivité, vous avez la valorisation et la dévalorisation. Ça dépend bien sûr de l'attitude de celui qui parle ou qui produit l'énoncé. Quels sont les moyens linguistiques pour, bien sûr, faire de la modalisation? Observez le passage suivant, puis relevez et classez les marques de la subjectivité qui y sont contenues. Voici le texte, c'est aussi un extrait de Guy de Maupassant, au chant. Tout cela vivait péniblement de soupe, de pommes de terre et de grand air. À 7 heures le matin, puis à midi, puis à 6 heures, le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. Les enfants étaient assis par rang d'âge devant la table en bois, vernis par 50 ans d'usage. Le dernier moutard avait à peine la bouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse, pleine de pain molli dans l'eau où avaient cuit les pommes de terre. Un demi-chou et 3 oignons, et toute la lignée mangeait jusqu'à plus faim. La mère empâtait elle-même le petit, un peu de viande au pot-au-feu. Le dimanche était une fête pour tous, et le père, ce jour-là, s'attardait au repas en répétant « Je m'y ferai bien tous les jours ». Alors, bien sûr, vous devez observer ce texte et le lire très attentivement. C'est bon? La correction. Regardez ici, vous voyez bien sûr des mots soulignés, des mots bleus. Tout cela, péniblement, mioche, comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes, vernis par 50 ans d'usage, moutard à peine, empâté, fait un peu bien, etc., etc. Donc, vous voyez les mots qui sont soulignés, ça renvoie bien sûr à ce critère, je dirais, de modalisation qui vous met soit dans la subjectivité, soit dans l'objectivité. Très bien. Donc, comme vous pouvez le remarquer, l'appréciation peut différer d'une catégorie à une, c'est-à-dire on a le droit d'utiliser n'importe quelle classe de mots ou n'importe quelle catégorie de discours. Ici, par exemple, vous avez les noms, mioche, moutard, fête, un peu, bête. Pour les adjectifs, vous avez vernis, par 50 ans d'usage. Vous avez les verbes empâter, c'est-à-dire remplir la bouche, la gonfler. Pour la maman qui empâtait son enfant, le petit, on est en train d'utiliser un verbe à la place d'un autre qui devrait être ordinaire. Adverbe, vous avez péniblement. Pour les figures de style, vous avez ici comme des gardeurs d'oies. Alors là, on a un groupe de mots qui présentent une figure de style. Comme ici, comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. Alors cette comparaison aussi met l'accent sur cette subjectivité dans la modalisation et déshumanise, ou plutôt dégrade un petit peu les personnages et les met dans une situation dégradante. La mère empâtait elle-même le petit. Alors là, on est toujours dans les figures de style parce que le verbe empâter ici ne relève pas, si vous voulez, d'un discours ordinaire usuel. Donc la dévalorisation, la vie menée est une vie de misère, les enfants sont considérés comme des animaux. Alors là, ce petit tableau que vous voyez, ce cadre, résume de manière claire, si vous voulez, l'objectif de la présentation
des personnages par Guy de Maupassant et dans lequel, bien sûr, il essaie de comparer ces personnages à des animaux, et d'ailleurs cela fait partie de ses habitudes, même dans d'autres écrits, d'autres nouvelles, bien sûr. Voilà, donc, comme vous pouvez le remarquer, la modalisation fait partie, si vous voulez, la modalisation fait partie de ces techniques d'écriture qui donnent de l'importance à ce que vous voulez raconter, soit à travers la description des personnages que vous voulez bien sûr valoriser, ou le contraire, vous voulez les dévaloriser. Donc récapitulant, l'énonciation, ça nous aide bien sûr à comprendre de manière approfondie les énoncés produits. Je rappelle que pour pouvoir bien sûr être dans l'énonciation, il faut se poser les questions qui parlent, à qui et pourquoi et quand, etc. etc. Voilà donc après tout ce que nous venons de voir depuis le début de cette capsule, passons maintenant à une petite évaluation. Je vous donne le texte et comme vous pouvez le remarquer ici, il est bien sûr espacé par des mots en gras que vous devez bien sûr retenir et que vous devez à travers lesquels bien sûr vous allez me dire quel type de modélisation vous avez ressenti. Les deux chaumières étaient côte à côte au pied d'une colline, proche d'une petite ville de bain. Les deux paysans besognaient sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. Chaque ménage en avait 4, devant les deux portes voisines, toute la marmaille grouillait du matin au soir. Les deux aînés avaient 6 ans et les deux cadets 15 mois environ. Les mariages et ensuite les naissances s'étaient produites à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas et les deux pères confondaient tout à fait les huit noms dansaient dans leur tête, se mêlaient sans cesse et quand il fallait en appeler un, les hommes souvent en criaient 3 avant d'arriver au véritable. La première des deux chaumières, en venant de la station d'eau de Rolleport, était occupée par les Tuvache qui avaient 3 filles et un garçon. L'autre masure abritait les Valins qui avaient une fille et 3 garçons. Tout cela vivait péniblement de soupe, de pommes de terre et de grand air. À 7 heures le matin, puis à midi, puis à 6 heures, le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. Les enfants étaient assis par rang d'âge devant la table en bois, vernie par 50 ans d'usage. Le dernier moutard avait à peine la bouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse pleine de pain molli dans l'eau où avaient cuit les pommes de terre. Un demi-chou et 3 oignons et toute la lignée mangeait jusqu'à plus faim. La mère empâtait elle-même le petit, un peu de viande au pot-au-feu. Le dimanche était une fête pour tous et le père, ce jour-là, s'attardait au repas en répétant « Je m'y ferai bien tous les jours ». Donc c'est un extrait, comme vous pouvez le remarquer ici, de Guy de Maupassant au chant, roman écrit en 1888. Donc ce texte, ce passage est un exemple très fort pour bien sûr travailler de l'énonciation. Donc on remarque qu'il grouille bien sûr d'indices de subjectivité et d'objectivité. Regardez ici, les deux chaumières, donc déjà, depuis la première phrase, on remarque que le mot chaumière, ici, relève d'un
si vous voulez, d'un registre péjoratif. Au lieu de dire de maison, il a dit de chaumière. Et puis bien sûr ici, une terre inféconde. Vous voyez, on comprend déjà que pour, si vous voulez, montrer la misère de manière profonde, de manière très significative, bien sûr, il a utilisé cet adjectif inféconde. La marmaille aussi, au lieu de dire les enfants, il a dit marmaille pour sous-estimer un petit peu et pour montrer, si vous voulez, cette portée péjorative de son énoncé. Voilà, donc regardez aussi les mots tu vache et vala. Le nom que portait la première famille, on voit ici qu'il est un peu travaillé. On suppose que l'origine de ce mot, ce sont les vaches, ou tu es une vache, par analogie bien sûr aux valins qui sont des vilains. Donc déjà, on remarque que Maupassant agit de manière intelligente sur l'énoncé en introduisant des mots qui marquent, si vous voulez, toute une modalité dépréciative pour ces personnages. Pourquoi il essaie un petit peu d'animaliser ou de chosifier ces personnages? Bien sûr, il a un intérêt romanesque, un intérêt pour accentuer, si vous voulez, cette vie de misère, cette vie de difficulté dont sont victimes, bien sûr, les enfants des deux familles. Donc je rappelle que l'énonciation, ça constitue un élément clé pour la construction du sens d'un texte et qui comprend bien sûr à la fois le discours et l'énoncé. Et nous avons déjà vu la différence entre les caractéristiques du discours et ceux de l'énoncé. Et on a vu par la fin, bien sûr, la modalisation à travers laquelle on a vu comment les auteurs ou le narrateur en général, ou l'auteur bien sûr, agit de manière ou d'une autre sur ces personnages, sur l'action, en utilisant des mots, des adjectifs ou des adverbes qui accentuent un petit peu soit la valorisation ou la dévalorisation de son écrit. Voilà, on arrive au terme de cette capsule. Je vous remercie et à la prochaine.